Séraphine de Kervael se tenait au bord du terrain qui n'appartenait à personne, face à l'homme qui avait détruit sa certitude d'un seul mot prononcé 5 ans plus tôt. 6 semaines qu'il travaillait côte à côte sur un testament contesté, 6 semaines de cadastre et de servitude, où chaque phrase contenait des hectares et pas un mot de vrai. Hier, elle avait tout appris, d'abord par ses propres yeux qui avaient lu la culpabilité sur le visage d'Édouard de Montfaucon, puis par la confrontation dans le couloir, où il avait avoué ce qu'il avait fait, enfin, par Martin, qui avait confirmé qu'Adrien savait depuis 4 ans. Maintenant, elle se tenait devant lui, sous la lumière d'octobre qui dorait en coupant, et elle lui posait la seule question qui comptait. « Dis-moi que tu ne ressens rien et je pars. » Donc il répondit avec une précision glaciale. « Je ne ressens rien. » Mais sa main tremblait sur le pommeau de sa canne, et ce tremblement disait ce que sa bouche refusait d'avouer. 5 semaines plus tôt. Le carrosse de Séraphine de Kervael franchit la grille du domaine de Montfaucon un mardi matin de septembre, sous un ciel qui hésitait entre l'orage et la clarté. Elle n'était pas revenue depuis 5 ans. La dernière fois, elle avait quitté ses terres 3 semaines avant un mariage qui n'avait jamais eu lieu, avec une note de 7 mots qu'elle avait glissée sous la porte du bureau d'Adrien. « Je refuse d'être suffisante. Adieu, monsieur. » Aujourd'hui, elle revenait parce qu'un testament l'y obligeait. Maître Gilbert, le notaire de la famille Montfaucon, l'attendait dans le grand salon du rez-de-chaussée. C'était un homme de 60 ans, dont la voix portait le poids de 40 années de succession compliquée. Il se leva lorsqu'elle entra, s'inclina avec la courtoisie exacte que requérait son rang, et lui indiqua un fauteuil près de la fenêtre. « Madame de Kervael, je vous remercie d'avoir fait le voyage. L'affaire qui nous réunit est, je le crains, d'une complexité inhabituelle. » Séraphine s'assit sans retirer ses gants. Elle portait une robe de voyage gris anthracite dont la coupe révélait 5 années passées à Lyon et à Bordeaux, loin des conventions bretonnes. Ses cheveux étaient tirés en arrière, avec une précision qui ne laissait rien au hasard. À 22 ans, elle avait été une jeune femme qui lisait les silences comme d'autres lisaient les partitions. À 28, elle était une femme qui avait appris à ne plus lire entre les lignes. « Je vous écoute, maître Gilbert, » dit-elle. Le notaire ouvrit le dossier posé devant lui. « Feu monsieur Henri de Kergrist, votre grand-oncle maternel, possédait une parcelle de terre située exactement à la frontière entre le domaine de Kervael et celui de Montfaucon. Cette parcelle fait l'objet d'un legs conjoint. Vous en héritez à parts égales avec monsieur le duc de Montfaucon. » Séraphine ne s'y pas. « Vous voulez dire que Adrien de Montfaucon et moi sommes désormais copropriétaires d'un terrain. C'est exact. Et ce terrain est grevé de servitudes anciennes dont la résolution exige un travail cadastral approfondi. Monsieur votre grand-oncle a explicitement stipulé que la succession ne pourrait être close qu'après règlement complet de ces servitudes. J'estime que ce travail nécessitera environ 6 semaines de collaboration entre les deux parties. 6 semaines. Le mot atterrit dans la pièce, comme quelque chose de lourd qu'on pose sur une table. « Monsieur le duc est-il informé de cette situation ?» demanda Séraphine. « Il l'est. Il sera présent à notre première session de travail demain matin. » Séraphine inclina la tête. « Très bien. J'occuperai l'aile nord, si cela ne pose pas de difficulté. »« Aucune difficulté, madame. Monsieur le duc réside dans l'aile est. Vous ne vous croiserez que lors de nos sessions de travail. » Ce qui aurait dû être rassurant ne l'était pas. Séraphine savait qu'une rencontre brève pouvait se supporter. 6 semaines de proximité forcée, c'était autre chose. C'était une sentence. Elle se leva. « À quelle heure demain, maître ?»« 9 heures, dans la bibliothèque. » Séraphine hocha la tête et sortit sans un mot de plus. Le lendemain matin, elle descendit à la bibliothèque avec 10 minutes d'avance. La pièce n'avait pas changé. Les mêmes rayonnages de chêne montaient jusqu'au plafond. Les mêmes cartes cadastrales étaient encadrées sur les murs. La même odeur de cuir et de papier ancien imprégnait l'air. Séraphine s'approcha de la fenêtre et regarda le parc. Les tilleuls marquèrent la frontière invisible, entre les deux domaines. C'était là, entre ces arbres, qu'elle avait marché avec Adrien 5 ans plus tôt, avant que 6 mots prononcés dans un cercle d'officiers ne détruisent tout ce qu'elle croyait avoir lu dans ces silences. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle se retourna. Adrien de Montfaucon entra, suivi de maître Gilbert et d'un homme plus jeune qu'elle reconnut immédiatement. Édouard de Montfaucon, le cousin d'Adrien, notaire adjoint et l'homme qui, 5 ans plus tôt, lui avait transmis la phrase qui avait tout brisé. Adrien s'arrêta à 3 pas d'elle.
Il avait 33 ans maintenant. Les mêmes yeux gris, la même posture irréprochable, la même économie de gestes qui donnait à chacun de ses mouvements le poids d'une décision. Il portait une canne de marche en bois sombre, non par nécessité mais par habitude. Elle se souvenait qu'il l'utilisait lors des inspections de terre. « Madame de Kervael ?» dit-il avec une courtoisie glaciale. « Monsieur le duc » répondit-elle sur le même ton. Ils ne se serrèrent pas la main, ils ne s'inclinèrent pas. Ils se regardèrent avec la précision de deux personnes qui mesurent exactement la distance qu'il faut maintenir pour que rien ne se brise. Maître Gilbert s'éclaircit la gorge. « Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. » Ils s'assirent de part et d'autre de la grande table. Édouard prit place à côté d'Adrien, évitant soigneusement le regard de Séraphine. Maître Gilbert déploya une carte cadastrale au centre de la table. La parcelle en question fait 2,5 hectares. Elle est traversée par un ancien chemin de servitude qui reliait autrefois les deux domaines. Ce chemin est mentionné dans des actes datant de 1782, mais son tracé exact a été contesté à plusieurs reprises. Votre grand-oncle, madame, souhaitait que ce tracé soit définitivement établi avant que la succession ne soit close. Séraphine se pencha sur la carte. Adrien fit de même. Leurs têtes se rapprochèrent au-dessus du document. Elle sentit l'odeur du savon de Castille qu'il utilisait, la même qu'autrefois. Elle réprima la réaction instinctive de reculer. « Le tracé original passe-t-il par cette ligne ?» lui demanda-t-elle en désignant une marque à l'encre brune. « C'est ce que prétendent les actes de 1782, » répondit Adrien. Mais les actes de 1798 mentionnent un tracé différent, plus au nord. Sa voix n'avait pas changé. Grave, mesurée, avec cette précision qui ne laissait jamais rien au hasard. Séraphine se redressa légèrement. Si le tracé de 1798 est exact, alors la servitude traverse la parcelle de manière à en réduire considérablement la valeur agricole, dit-elle. C'est exact, confirma Maître Gilbert. C'est pourquoi il est impératif de résoudre cette question, avant de procéder au partage. Édouard intervint pour la première fois. Il existe également un litige concernant les droits de passage pour le bétail. Les actes de 1805 mentionnent une restriction qui n'apparaît pas dans les documents antérieurs. Séraphine tourna son regard vers lui. Édouard soutint son regard une demi-seconde, puis baissa les yeux vers le dossier ouvert devant lui. Quelque chose dans ce geste, cette incapacité à maintenir le contact visuel, attira son attention. Mais elle n'eut pas le temps de l'analyser. Adrien reprenait la parole. Nous devrons examiner l'ensemble des actes notariés entre 1782 et 1820. Cela représente un volume considérable de documents. Je suis disponible pour ce travail, dit Séraphine. Moi également, répondit Adrien. L'air devint plus dense. Deux personnes venèrent de comprendre qu'elles allaient passer 6 semaines à se pencher sur les mêmes documents, à discuter les mêmes clauses, à occuper la même pièce pendant des heures, chaque jour. Ce qui aurait dû être une simple formalité successorale devenait une épreuve d'endurance. Maître Gilbert referma le dossier. Nous nous retrouverons demain à la même heure. D'ici là, je vous demande de prendre connaissance des actes de 1782 et 1798. Monsieur de Montfaucon, pourriez-vous remettre les copies à Madame de Kervael ? Édouard se leva, prit 2 chemises de documents sur le buffet et les tendit à Séraphine. Leurs doigts ne se touchèrent pas, n'est-ce pas ? Elle prit les chemises, hocha la tête en guise de remerciement et quitta la pièce sans un regard pour Adrien. La première semaine s'écoula dans une politesse si parfaite qu'elle en devenait oppressante. Chaque matin, Séraphine descendait à la bibliothèque à 9 heures précises. Adrien était toujours déjà là, assis à sa place habituelle, une pile de documents devant lui. Il se saluait d'un signe de tête, s'asseyait, et commençait à travailler sous la supervision de Maître Gilbert. Les discussions portaient sur des questions techniques, l'interprétation d'une clause de servitude, la validité d'un acte enregistré sous l'Ancien Régime, la mesure exacte d'une parcelle selon les unités de l'époque. Mais chaque discussion était aussi autre chose. Chaque phrase contenait des strates que seuls eux deux pouvaient entendre. Le 3e jour, Adrien contesta l'interprétation que Séraphine faisait d'un acte de 1790. « Le texte est clair, dit-elle. La servitude ne s'applique qu'aux véhicules à roues. Le passage du bétail n'est pas mentionné. »« Le texte est ambigu, » répondit Adrien. « Le terme passage peut s'entendre de manière extensive. Vous étendez le sens parce que cela sert vos intérêts.
dit-elle sans hausser le ton. « Et vous le restreignez parce que cela sert les vôtres », répliqua-t-il avec la même courtoisie glaciale. Maître Gilbert intervint. « Nous devrons consulter la jurisprudence de l'époque pour trancher cette question. » Séraphine hocha la tête et se replongea dans les documents. Mais elle avait senti quelque chose dans l'échange. Une tension qui n'avait rien à voir avec le cadastre. Adrien aussi l'avait senti. Lorsqu'elle leva les yeux, elle le surprit en train de la regarder, non pas avec froideur, mais avec une attention qui ressemblait à de l'admiration. Il détourna immédiatement le regard. Le 5e jour, ils inspectèrent le terrain en question. Maître Gilbert les accompagnait, ainsi qu'Édouard, qui prenait des notes pour le dossier. Ils marchèrent le long du tracé supposé de l'ancien chemin de servitude, y s'arrêtant à chaque borne pour vérifier sa position par rapport aux cartes. À un moment, alors qu'ils longeaient la lisière des tilleuls, un cheval appartenant à l'un des fermiers s'échappa d'un enclos voisin et traversa le sentier au galop. Adrien réagit instantanément. Il saisit le bras de Séraphine et la plaça derrière lui en un seul geste, son corps faisant écran entre elle et l'animal. Le cheval passa sans incident et disparut dans les bois. Adrien relâcha son bras. 3 secondes. C'est tout ce que le geste avait duré. Mais Séraphine avait senti son dos contre la poitrine d'Adrien, la pression de ses doigts sur son bras, et surtout, elle avait senti sa main trembler légèrement lorsqu'il l'avait relâchée. Elle ne dit rien. Ils reprirent leur marche comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose venait de se fissurer dans la muraille de courtoisie qu'ils maintenaient depuis 1 semaine. La 2e semaine, les sessions de travail s'intensifièrent. Maître Gilbert avait découvert une série d'actes contradictoires datant de la période révolutionnaire. Et il fallait les examiner un par un pour établir une chronologie cohérente. Séraphine et Adrien passaient désormais 4 heures par jour dans la bibliothèque, penchés sur les mêmes documents, discutant chaque clause avec une précision qui frisait l'acharnement. Séraphine s'était attendue à retrouver l'homme qu'elle avait connu 5 ans plus tôt, distant, composé, enfermé dans une courtoisie impénétrable. Ce qu'elle découvrait était plus complexe. Adrien était toujours distant, mais il y avait dans sa manière de la regarder quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas de la tendresse, c'était trop contrôlé pour cela. Ce n'était pas de l'indifférence non plus, il y avait trop d'attention dans ses silences. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qui ressemblait à une fascination qu'il ne s'autorisait pas à reconnaître. Un après-midi, alors qu'il débattait de l'interprétation d'un acte de 1803, Séraphine utilisa une formulation particulièrement précise pour démanteler l'argument d'Adrien. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, la regarda pendant 2 secondes, sans dire un mot, puis hocha la tête. « Vous avez raison », dit-il simplement. C'était la première fois qu'il cédait depuis le début de leur session. Séraphine ne dit rien, mais elle sentit quelque chose changer dans la pièce. Adrien venait de lui accorder une victoire qu'il n'aurait pas accordée à quelqu'un d'autre. Et tous les deux le savaient. Le soir même, alors qu'elle remontait à sa chambre, elle croisa Édouard dans le couloir du rez-de-chaussée. Il s'arrêta en la voyant, visiblement mal à l'aise. « Madame de Kervael » dit-il en s'inclinant légèrement. « Monsieur de Montfaucon » répondit-elle. Ils restèrent mal face à face pendant quelques secondes. Édouard semblait chercher ses mots. Finalement, il dit « Je voulais vous dire que votre analyse des actes de 1803 était remarquable. Vous avez vu ce que nous avions tous manqué. » Séraphine le regarda attentivement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Elle répondit brièvement. « Merci. » Édouard hocha la tête et s'éloigna rapidement, comme s'il ne supportait pas de rester plus longtemps en sa présence. Séraphine monta l'escalier lentement. Quelque chose venait de se produire, mais elle ne savait pas encore quoi. Pendant 5 ans, elle s'était entraînée à ne plus lire entre les lignes, à ne plus chercher des significations cachées dans les gestes et les silences. Mais quelque chose en elle, une capacité qu'elle croyait morte, commençait à se réveiller. La 3e semaine commença par une découverte inattendue. Maître Gilbert avait retrouvé dans les archives départementales un acte de 1788 qui n'avait jamais été versé au dossier familial. Cet acte modifiait substantiellement les conditions de la servitude et remettait en question toute l'interprétation qu'ils avaient constatée construite jusqu'alors. Cela signifie que nous devons reprendre l'analyse depuis le début, dit Adrien après avoir lu le document.
Pas nécessairement, répondit Séraphine. Si cet acte de 1788 a été enregistré mais jamais appliqué, alors il n'a aucune valeur juridique. Il faut vérifier s'il y a eu exécution effective. Adrien la regarda avec une attention accrue. Comment proposez-vous de vérifier cela? En examinant les registres de passage. Si la servitude telle que définie dans l'acte de 1788 avait été appliquée, il devrait y avoir des traces dans les registres des péages locaux. Maître Guilbert hocha la tête. C'est une excellente suggestion. Monsieur de Montfaucon, pourriez-vous vous rendre aux archives du bourg demain pour consulter ces registres? Adrien accepta. Puis, après une hésitation imperceptible, il ajouta. Madame de Kervael, en accepteriez-vous de m'accompagner? Votre connaissance des registres de l'époque révolutionnaire serait précieuse. Séraphine sentit tous les regards se tourner vers elle. Édouard, en particulier, la fixait avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Elle hésita. Passer une journée entière seule avec Adrien, loin de la supervision de Maître Guilbert, c'était prendre le risque de briser l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Mais refuser aurait été reconnaître qu'elle ne pouvait pas supporter sa proximité, et cela, elle ne le ferait pas. Elle accepta d'un ton neutre. « J'accepte. » Le lendemain matin, ils partirent ensemble dans le cabriolet d'Adrien. Le trajet jusqu'au bourg prenait 1 heure. Pendant les 20 premières minutes, aucun d'eux ne parla. Mais Adrien conduisait avec la même précision qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Séraphine regardait le paysage défiler, les champs, les haies, les chemins qu'elle avait parcourus 5 ans plus tôt quand elle croyait encore qu'elle allait devenir duchesse de Montfaucon. Finalement, Adrien brisa le silence. « Vous avez changé. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. » Séraphine tourna la tête vers lui. « 5 ans, c'est long. Vous êtes plus aiguisé, dit-il en cherchant le mot juste. Vous ne laissez rien passer. J'ai appris à ne pas me fier aux apparences, répondit-elle. Adrien ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, c'est moi qui vous ai appris cela. Séraphine le regarda. C'était la première fois depuis son arrivée qu'il faisait allusion, même indirectement, à ce qui s'était passé entre eux. D'un que, et elle aurait pu laisser passer, elle aurait pu changer de sujet. Mais quelque chose en elle refusait de le laisser s'en tirer avec une simple allusion. Elle confirma d'une voix calme. « Oui, c'est vous. » Ils arrivèrent au bourg sans rien ajouter. Les archives étaient conservées dans l'ancien presbytère. L'archiviste, un homme âgé qui connaissait Adrien depuis l'enfance, les installa dans une petite salle où étaient entreposés les registres de péage. Ils travaillèrent côte à côte pendant 4 heures, examinant les colonnes de passage d'enregistrés, cherchant des mentions qui pourraient confirmer ou infirmer l'application de l'acte de 1788. À un moment, ils tendirent la main en même temps vers le même registre posé sur l'étagère. Leurs doigts se touchèrent sur la reliure de cuir. Aucun d'eux ne retira sa main immédiatement. Pendant 5 secondes qui semblèrent durer une éternité. Ils restèrent ainsi, leurs mains posées sur le même volume, leurs regards ne se croisant pas mais conscients l'un de l'autre, avec une intensité qui rendait l'air difficile à respirer. Puis, Séraphine retira sa main, et Adrien prit le registre. Ils continuèrent à travailler comme si rien ne s'était passé. Mais tous les deux savaient que quelque chose venait de se produire. Ce geste, cette incapacité à retirer immédiatement la main, était le premier acte d'honnêteté physique entre eux depuis 5 ans. Le soir de ce même jour, Maître Guilbert organisa un dîner formel pour discuter de l'avancement du dossier. Étaient présents Adrien, Séraphine, Édouard et 2 autres notaires associés au cabinet Guilbert. La conversation porta d'abord sur des questions juridiques générales, puis revint naturellement au dossier de la succession Kergrist. Séraphine expliqua les résultats de leurs recherches dans les registres de péage. Nous n'avons trouvé aucune trace d'application de l'acte de 1788. En revanche, les passages enregistrés correspondent exactement aux conditions définies dans l'acte de 1782. Cela suggère que l'acte de 1788, bien qu'enregistré, n'a jamais été mis en œuvre. L'un des notaires associés intervint. Cela suffit-il à établir que la servitude applicable est celle de 1782 ? Pas nécessairement, répondit Adrien. Il faudrait prouver que l'absence d'application était intentionnelle et non le résultat d'une négligence administrative. La surface concernée par la servitude de 1782 est suffisante pour permettre le passage des véhicules à roues sans empiéter sur les terres agricoles, dit Séraphine.
Si l'acte de 1788 avait été appliqué, la surface aurait été insuffisante. Il est donc probable que l'absence d'application était intentionnelle. Elle avait utilisé le mot « suffisante » dans un contexte purement technique. Mais au moment où elle prononça ce mot, elle vit Édouard se raidir imperceptiblement. Sa main, posée sur la table à côté de son verre, se contracta. Ses doigts se fermèrent brièvement en un poing serré, puis se détendirent. Son visage pâlit pendant une demi-seconde. Pas assez pour que les autres le remarquent, mais assez pour que Séraphine, qui l'observait depuis 3 semaines avec une attention croissante, le voie. Roussel continua à parler comme si de rien n'était. Mais son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. Le mot « suffisante » avait provoqué une réaction chez Édouard. Une réaction physique, involontaire, impossible à contrôler. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait quelque chose d'étrange dans son comportement. Il évitait systématiquement de rester seul avec elle, détournait le regard chaque fois qu'elle le fixait, et montrait une nervosité qui ne correspondait pas à son rôle de notaire adjoint. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait une piste. Le mot « suffisante » signifiait quelque chose pour Édouard. Quelque chose qui le mettait mal à l'aise au point d'en perdre le contrôle de son corps pendant une fraction de seconde. Et soudain, Séraphine comprit. 5 ans plus tôt, son Édouard lui avait transmis une phrase prononcée par Adrien au cercle des officiers. Elle est convenable. C'est suffisant. 6 mots qui avaient terminé détruit son engagement, sa confiance, sa certitude d'avoir été aimé. 6 mots qu'elle avait portés comme une sentence pendant 5 ans. Mais si Édouard réagissait ainsi au mot « suffisante », c'est qu'il y avait quelque chose dans cette phrase qu'il n'avait pas dit. Quelque chose qu'il avait gardé pour lui. Quelque chose qui le rongeait encore 5 ans plus tard. Séraphine termina son explication et se tut. Le dîner continua. Mais elle ne voyait plus les autres convives, n'entendait plus les conversations. Elle venait de retrouver quelque chose qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Sa capacité à lire ce que les gens ne disaient pas. Pendant 5 ans, au cas elle s'était convaincue qu'elle avait imaginé ce qu'elle voyait dans les regards d'Adrien, qu'elle avait inventé l'amour qu'elle croyait lire dans ses silences. Pendant 5 ans, elle avait cru que son œil était défaillant, que sa perception était mensongère. Mais elle venait de lire Édouard avec la même précision qu'autrefois. Et si elle avait raison sur lui, alors peut-être, avait-elle eu raison sur Adrien 5 ans plus tôt. Les jours suivants, Séraphine observa Édouard avec une attention systématique. Elle ne cherchait pas à le confronter, pas encore. Elle voulait d'abord confirmer ce qu'elle avait lu dans son regard. Elle voulait être certaine que ce qu'elle avait vu n'était pas, encore une fois, le produit de son imagination. La confirmation arriva 3 jours plus tard, et lors d'une session de travail dans la bibliothèque. Maître Gilbert posait une question technique sur l'enregistrement d'un acte de 1795. Édouard répondit, puis ajouta, comme en passant, « Cette affaire a été mal transmise dès le début. Il parlait de l'acte de 1795. » Mais le poids émotionnel de sa phrase ne correspondait pas au sujet. Sa voix avait tremblé légèrement sur le mot « transmise ». Ses yeux avaient fui ceux de Séraphine. Et dans ce tremblement, dans cette fuite, Séraphine lut ce qu'elle cherchait, la culpabilité. Édouard ne parlait pas de l'acte de 1795. Il parlait de la phrase qu'il avait transmise 5 ans plus tôt. Il parlait de ce qu'il avait fait, et il ne supportait pas le poids de ce qu'il portait. Ce soir-là, Séraphine attendit dans le couloir de l'aile nord. Elle savait qu'Édouard passait par là chaque soir après avoir rangé les dossiers dans le bureau de Maître Gilbert. À 22 heures, elle entendit ses pas. Elle sortit de l'ombre. Monsieur de Montfaucon. Édouard sursauta. Il la vit et pâlit. Madame de Kervael, je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que vous avez fait il y a 5 ans? Ce qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Édouard ouvrit la bouche, la referma, chercha une échappatoire du regard. Il ne trouva rien. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-il finalement. Séraphine s'approcha d'un pas. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de 5 années de reconstruction. Votre main. Il y a 3 jours, au dîner, quand j'ai dit suffisante. Elle s'est fermée comme si le mot brûlait. Vous avez pâli une demi-seconde? Pas assez pour que votre cousin le voie. Assez pour moi. Édouard recula d'un pas. C'est ridicule. Vous interprétez...
J'ai passé 5 ans à croire que je ne savais pas lire les gens, coupa Séraphine. Que j'inventais ce que je voyais, que mon œil était défaillant. Vous venez de me prouver que non. Mon œil fonctionne. Il a toujours fonctionné. Et ce qu'il lit sur votre visage en ce moment, c'est de la culpabilité. Édouard ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il ne chercha plus à mentir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La phrase que vous m'avez transmise il y a 5 ans, elle est convenable. C'est suffisant. Elle n'était pas complète, n'est-ce pas? Édouard baissa la tête. Non. Quelle était la suite? L'attente s'étira si longtemps que Séraphine crut qu'il n'allait pas répondre. Puis, d'une voix à peine audible, Édouard dit « Pour que je passe le reste de ma vie à essayer d'être digne d'elle. » Les mots atterrirent dans le couloir, comme quelque chose qu'on laisse tomber d'une grande hauteur. Séraphine ne bougea pas. Elle ne dit rien. Elle se contenta de regarder Édouard, et dans son regard, il lut ce qu'elle pensait. 5 ans. 5 ans de sa vie reconstruite sur une phrase amputée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. Édouard releva la tête. Ses yeux étaient brillants. « Parce que je vous aimais aussi. Et que vous regardez l'épouser avec cette phrase dans la bouche, la vraie phrase, c'était plus que ce que je pouvais supporter. Alors j'ai coupé. J'ai pris des ciseaux et j'ai coupé la moitié, qui rendait tout impossible. » Séraphine le regarda pendant quelques secondes. Ce qu'elle voyait n'était pas un monstre. C'était un homme dont la blessure avait produit une autre blessure. Dans une autre histoire, Édouard aurait été le héros. Dans celle-ci, il était l'instrument d'une destruction qu'il n'avait pas mesurée. « Est-ce qu'il sait ?» demanda-t-elle. « Ce que vous avez fait, est-ce qu'Adrien sait ?» Édouard ne répondit pas, mais son silence était une réponse. « Est-ce qu'il sait ?» répéta Séraphine, et cette fois sa voix était tranchante. « Je ne... Ne mentez pas. Pas maintenant. Pas après ce que vous venez de me dire. » Édouard détourna le regard. « Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais dit. » Mais Séraphine voyait qu'il mentait. Ou plutôt, et c'était pire, qu'il se mentait à lui-même. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Elle tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, sans un mot de plus. Le lendemain matin, Séraphine ne descendit pas à la bibliothèque. Elle envoya un mot à Maître Gilbert pour s'excuser, un léger malaise, rien de grave. Elle reprendrait le travail le surlendemain. Ce n'était pas un malaise. C'était le besoin impérieux de mettre de l'ordre dans ce qu'elle venait d'apprendre. La phrase avait une deuxième moitié. Adrien ne l'avait pas réduite à convenable et suffisant. Il avait dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à essayer d'être digne d'elle. Édouard avait coupé cette partie. Édouard avait amputé la vérité parce qu'il l'aimait et que cette vérité lui était insupportable. Mais une question demeurait, plus importante que toutes les autres. Est-ce qu'Adrien savait ce qu'Édouard avait fait? Si Adrien ne savait pas, s'il avait passé 5 ans à croire que Séraphine était partie sans raison, soit pour une raison qu'il ne comprenait pas, alors la faute reposait entièrement sur Édouard. Adrien était une victime au même titre qu'elle. Mais si Adrien savait, s'il avait découvert à un moment ou un autre ce qu'Édouard avait fait et qu'il n'avait rien dit, qu'il ne l'avait pas contacté, qu'il l'avait laissé reconstruire sa vie sur une demi-vérité, alors la géométrie morale changeait du tout au tout. Alors Adrien n'était pas un homme aveugle à son propre cœur. Il était un homme qui avait choisi le silence parce que la vérité était inconfortable. Séraphine devait savoir. Et il n'y avait qu'une personne qui pouvait lui dire « Martin, le valet d'Adrien, l'homme qui était présent au cercle des officiers 5 ans plus tôt, lorsque la phrase avait été prononcée, elle le trouva dans les écuries en fin d'après-midi. » Martin avait 60 ans, une loyauté indéfectible envers la famille Montfaucon et une discrétion légendaire. Lorsqu'il vit Séraphine approcher, il s'inclina respectueusement. « Madame de Kervael, que puis-je faire pour vous ?» Séraphine ne tourna pas autour du pot. « Il y a 5 ans, vous étiez au cercle des officiers lorsque monsieur le duc a prononcé une phrase à mon sujet. Vous étiez présent lorsque monsieur Édouard de Montfaucon a entendu cette phrase. Je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. » Martin ne s'y a pas. « Je ne suis pas sûr de comprendre, madame. »« Si, dit Séraphine. Vous comprenez parfaitement. Et je vous demande de me dire la vérité. Est-ce que monsieur le duc sait ce que son cousin a fait? Est-ce qu'il sait qu'Édouard ne m'a transmis que la moitié de la phrase? » L'hésitation de Martin dura longtemps, trop longtemps. Séraphine comprit avant même qu'il ne parle. « Je lui ai dit, madame, dit finalement Martin. 1 an après votre départ, il a su.
Les mots s'enfoncèrent dans la poitrine de Séraphine comme quelque chose de froid et de lourd. Adrien savait. Depuis 4 ans, Adrien savait. Et il n'avait rien fait. « Il a su », répéta-t-elle, et sa voix était étrangement calme. « Et il n'a rien dit. Il ne m'a pas écrit. Il ne m'a pas contacté. Il m'a laissé croire que j'avais inventé ce que je voyais dans ses yeux. » Martin ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Séraphine hocha la tête. « Merci, Martin. » Elle repartit vers le château d'un pas lent. Quelque chose en elle venait de se briser. Non pas son cœur, mais quelque chose de plus profond. La question n'était plus « est-ce qu'il m'aimait ?» La réponse à cette question, elle l'avait maintenant. Il l'aimait. Il avait prononcé la phrase complète devant une salle d'officiers. Il avait dit qu'il voulait passer sa vie à être digne d'elle. La question était maintenant, pourquoi son orgueil avait-il valu plus que sa douleur? La 5e semaine commença dans un silence différent. Séraphine reprit les sessions de travail dans la bibliothèque. Mais quelque chose avait changé dans sa manière de regarder Adrien. Elle ne le regardait plus avec la courtoisie glaciale des 4 premières semaines. Elle le regardait avec les yeux qui lisaient. Et ce qu'il lisait le terrifiait. Adrien le sentit dès la première session. Séraphine ne disait rien de différent, ne faisait rien de différent. Mais son regard avait changé. C'était le regard qu'elle avait à 22 ans, avant qu'il ne détruise sa confiance en sa propre perception. C'était le regard qui voyait ce qu'il ne disait pas, qui lisait entre les lignes, qui comprenait les silences mieux que les mots. Et Adrien comprit qu'elle savait. Il ne savait pas comment elle avait découvert. Il ne savait pas si Martin avait parlé, ou si Édouard avait craqué, ou si elle avait simplement lu la vérité dans leur regard comme elle savait le faire autrefois. Mais il savait qu'elle savait, et cela changeait tout. Le 3e jour de cette 5e semaine, après la session de travail, Séraphine resta dans la bibliothèque, alors que Maître Gilbert et Édouard quittèrent la pièce. Adrien rangea lentement ses documents, conscient qu'elle attendait qu'il soit naguère seul. Lorsque la porte se referma, Séraphine dit « Je pars dans 1 semaine ». Adrien se tourna vers elle. « Le dossier ne sera pas terminé. Je signerai une procuration. Vous pourrez finaliser seul. Pourquoi ?» Séraphine le regarda. « Parce que je ne peux pas rester ici en sachant ce que je sais maintenant. » Adrien ferma les yeux brièvement. « Qu'est-ce que vous savez ?»« Tout. » La phrase complète. « Ce qu'Édouard a fait. Et surtout, ce que vous avez choisi de ne pas faire. » Adrien posa ses mains sur le dossier de la chaise devant lui. Ses doigts se crispèrent sur le bois. « Martin vous a parlé ?»« Oui. Il m'a dit que vous saviez depuis 4 ans, que vous avez su 1 an après mon départ, et que vous n'avez rien fait. »« Ce n'est pas aussi simple, » dit Adrien, et sa voix portait une tension qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous m'avez laissé croire pendant 5 ans que j'avais inventé ce que je voyais, que mon œil était défaillant, que l'amour que je croyais lire dans vos silences n'existait pas. » Adrien se tourna vers elle. Pour la première fois depuis 5 semaines, le masque de courtoisie se fissura. Parce que la vérité n'était pas propre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la première moitié de la phrase, elle est convenable. C'est suffisant, je l'ai dite. Ce n'est pas Édouard qui l'a inventé, c'est moi. Devant une salle d'hommes. Et même si la deuxième moitié était la vérité, elle était attachée à la première. Pour vous donner la deuxième moitié, il fallait admettre que la première existait. Séraphine le regarda sans ciller. Et vous avez préféré le silence. J'ai préféré le silence parce que le silence était propre. La vérité ne l'était pas. Vous avez choisi le silence pendant que je reconstruisais ma vie sur la certitude d'avoir mal lu. Sur la conviction que j'avais inventé ce que je voyais dans vos yeux. Il confirma d'un mot. Oui. Le mot tomba entre eux, c'était comme quelque chose de définitif. Séraphine hocha lentement la tête. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Elle quitta la bibliothèque sans un regard en arrière. Les jours suivants passèrent dans un silence lourd. Séraphine continuait à assister aux sessions de travail, mais elle ne parlait qu'à Maître Gilbert. Elle ne regardait plus Adrien. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Elle avait retrouvé la vérité. Elle avait confirmé que son œil fonctionnait, qu'elle n'avait pas inventé l'amour qu'elle avait lu 5 ans plus tôt. Mais elle avait aussi découvert quelque chose de plus difficile à porter. Adrien l'avait aimée, et il avait choisi son orgueil plutôt que sa douleur.
Le dernier soir avant son départ prévu, Séraphine se rendit à la bibliothèque pour relire une dernière fois les notes cadastrales. Elle voulait s'assurer que tout était en ordre pour la procuration qu'elle signerait le lendemain. La pièce était vide. Le feu brûlait bas dans la cheminée. Elle s'assit à sa place habituelle et ouvrit le dossier. Elle ne sait pas combien de temps elle resta là, à fixer les pages sans les voir. La porte s'ouvrit. Adrien entra. Il la vit, hésita, puis entra quand même et ferma la porte derrière lui. Il ne dit rien. Adrien s'assit à l'autre extrémité de la table, là où il s'asseyait toujours. Le feu continuait à baisser. Aucun d'eux ne se leva pour ajouter du bois. Le froid commença à entrer dans la pièce, lentement d'abord, puis de manière plus sensible. Séraphine frissonna légèrement, mais ne bougea pas. Adrien non plus. Ils restèrent assis dans le froid qui montait, dans le silence qui disait ce qu'aucun mot ne pouvait dire. C'était plus honnête que le feu. Le feu aurait été un mensonge. Il aurait suggéré un confort, une chaleur qui n'existait plus entre eux. Nense. Le froid était la vérité. 1 heure passa. Puis une autre. Finalement, Séraphine se leva. Adrien leva les yeux vers elle. Elle le regarda une dernière fois. « Demain, je pars » dit-elle. Il répondit simplement « Je sais ». Elle quitta la bibliothèque. Adrien resta seul dans le froid. Et le lendemain était une journée d'octobre où la lumière avait cette qualité dorée qui coupe en même temps qu'elle éclaire. Séraphine devait signer la procuration à 10 heures, puis partir immédiatement après. Son carrosse était prêt dans la cour. Ses malles étaient chargés. Mais avant de partir, elle avait une chose à faire. Elle descendit au terrain limitrophe entre les 2 domaines. C'était là, entre les tilleuls, qu'elle avait marché avec Adrien 5 ans plus tôt. C'était là qu'elle avait cru lire dans ses silences un amour qu'il ne savait pas dire. Et c'était là qu'elle voulait lui poser la dernière question. Elle savait qu'il viendrait. Elle avait envoyé un mot par Martin, le terrain limitrophe. 15 heures. Rien de plus. Adrien comprendrait. À 15 heures, elle était debout près de la borne cadastrale qui marquait la frontière invisible entre les 2 domaines. Le vent soufflait doucement entre les tilleuls. L'odeur de terre humide et de feuilles mortes montait du sol. Adrien apparut entre les arbres. Il portait sa canne de marche. Il s'arrêta de l'autre côté de la frontière, à 3 pas d'elle. « Je pars demain », dit Séraphine. Il répondit calmement. « Je sais. Avant de partir, j'ai besoin d'une chose. » Adrien ne dit rien. Il attendit. Séraphine le regarda dans les yeux. « Dis-moi que tu ne ressens rien et je pars. » L'attente qui suivit sembla ne jamais devoir finir. Adrien la regardait avec une intensité qui aurait pu briser quelque chose si l'un d'eux avait détourné les yeux. Mais aucun d'eux ne détourna les yeux. Puis Adrien dit, avec une précision glaciale, « Je ne ressens rien. » Ah, c'était parfait. C'était impeccable. 5 ans de pratique, 5 ans de composition, 5 ans à construire des murs si hauts que rien ne pouvait les franchir. Mais sa main droite, celle qui tenait la canne, tremblait. Un tremblement fin, presque imperceptible. Mais impossible à cacher. Le bois de la canne amplifiait ce que la voix refusait d'avouer. « Alors pourquoi trembles-tu » Adrien baissa les yeux vers sa main. Le tremblement ne cessait pas. « Je tremble parce qu'il fait froid, » dit-il. « Il fait froid depuis 5 semaines, » répondit Séraphine. « Tu n'as jamais tremblé. » Adrien ne répondit pas. Le tremblement continuait. C'était comme si son corps refusait de mentir, même si sa bouche le pouvait. Séraphine fit un pas vers lui. J'ai parlé à Édouard. Quelque chose dans le visage d'Adrien, la mâchoire, les yeux, cessa de se composer. Il m'a dit ce qu'il a fait. Les 6 mots. La moitié qu'il a coupée. L'air devint si dense qu'on aurait pu le toucher. Et j'ai parlé à Martin. Maintenant, le mur se fissura vraiment. Parce que Martin signifiait qu'elle savait qu'il savait. Martin t'a dit, commença Adrien, qu'il t'a tout raconté, il y a 4 ans, et que tu n'as rien fait. Adrien ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose en lui avait cédé. La question n'est pas « est-ce que tu m'aimais ?» dit Séraphine. La phrase de Martin me l'a confirmé. La question est « pourquoi ton orgueil valait plus que ma douleur ?» Ce n'était pas de l'orgueil, dit Adrien, et sa voix tremblait maintenant autant que sa main. Alors quoi? De la honte? Le mot tomba entre eux comme quelque chose qu'on pose sur une table après l'avoir porté trop longtemps. Mais Séraphine le regarda sans comprendre. De la honte?
La première moitié, elle est convenable, c'est suffisant, je l'ai dite. Ce n'est pas Édouard qui l'a inventé, c'est moi. Devant une salle d'hommes. Parce que dire ce que je ressentais devant des hommes me terrifiait plus que le silence. Et la deuxième moitié, c'était la vérité. Mais elle était attachée à la première. Et la première était un bouclier. Pour te donner la seconde, il fallait admettre que la première existait, que j'avais eu besoin d'un déguisement pour parler de toi. Que l'amour que je portais me faisait assez honte pour le cacher derrière de l'ironie. Il s'arrêta. Sa main tremblait toujours. Alors j'ai choisi le silence. Parce que le silence est propre. Et la vérité ne l'était pas. Séraphine le regarda. Tu as choisi le silence pendant que je reconstruisais ma vie sur la certitude d'avoir mal lu. Que tout ce que je croyais voir, ta façon d'incliner la tête, le silence entre nous, ta main qui cherchait la mienne, était une invention. Ton silence m'a volé la confiance dans mes propres yeux. Adrien ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Et cette semaine, continua Séraphine, en lisant le visage d'Édouard, en voyant sa main se contracter quand j'ai dit suffisante, en comprenant ce qu'il avait fait rien qu'en le regardant, j'ai retrouvé ce que ton silence m'avait pris. Je sais lire. J'ai toujours su. Elle s'approcha. Pas de la tendresse, de la précision. Alors je te repose la question. Pas la moitié. Pas le bouclier, la phrase entière. Et si tu as besoin de la dire derrière de l'ironie, ne la dis pas du tout. Pendant l'attente qui suivit, s'étira si longtemps que Séraphine crut qu'il n'allait pas parler. Le vent continuait à souffler entre les tilleuls. La lumière d'octobre baissait lentement. Puis, Adrien fit la chose la plus difficile de sa vie. Il leva les yeux vers elle et il prononça la phrase sans la première moitié, sans bouclier, sans ironie, juste la vérité, nue et terrible. Je n'ai pas passé un jour sans essayer d'être digne de toi, et je n'y suis pas arrivé, parce que la dignité commençait par te dire la vérité, et j'ai choisi la honte. Ce n'était pas « je t'aime », c'était plus dévastateur que cela. C'était l'aveu que l'amour existait et que l'orgueil l'avait enterré. Pas par ignorance, par choix. Séraphine ne dit rien pendant quelques secondes, puis elle fit le geste qui disait tout. Elle prit sa main, la main qui tremblait, et la posa contre sa propre joue. Ce n'était pas un baiser. C'était une vérification. La main qui avait tremblé contre la peau de la femme qui avait retrouvé ses yeux. Lui sentant sous sa paume ce que ses mots n'avaient jamais su dire. Elle tenant contre son visage la preuve que le corps sait ce que l'orgueil refuse. Le tremblement cessa. Non parce qu'il disparut, parce qu'il fut tenu. Adrien tourna lentement sa main. Sa paume s'ouvrit contre la joue de Séraphine. Ses doigts effleurèrent sa tempe, glissèrent dans ses cheveux. Elle ferma les yeux et inclina son visage vers le contact, comme quelqu'un qui confirme que ce qu'il voit est réel. Puis, elle ouvrit les yeux, et leurs regards se croisèrent. Adrien se pencha lentement. Séraphine ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent, d'abord légèrement, comme une question, puis avec plus de certitude, comme une réponse. Ce n'était pas le baiser de deux personnes qui découvraient dans l'amour, c'était le baiser de deux personnes qui relisaient un texte qu'elles avaient cru avoir mal lu la première fois. Lent, précis, chargé de 5 années de silence et de la certitude retrouvée que ce qu'elles avaient vu autrefois était vrai. Lorsqu'ils se séparèrent, Adrien garda sa main contre le visage de Séraphine. Elle garda la sienne posée sur son poignet, sentant sous ses doigts le pouls qui battait trop vite pour un homme qui prétendait ne rien ressentir. « Je pars demain », dit-elle doucement. Il répondit fermement. « Non, tu ne pars pas. Le carrosse est prêt. Mes malles sont chargés. Alors décharge-les. » Séraphine le regarda. « Pourquoi resterai-je ? Parce que nous n'avons pas fini. Mais parce que la phrase a été coupée il y a 5 ans et qu'il nous faudra du temps pour la finir. Toutes les phrases, sans bouclier, aussi lentement qu'il le faudra. » Séraphine sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine, non pas son cœur, mais les murs qu'elle avait construits autour. « Tu me demandes de rester ? Je te demande de nous laisser une chance de finir ce qui a été amputé. » Elle le regarda pendant quelques secondes. Puis, elle hocha lentement la tête. Le lendemain matin, Séraphine ne monta pas dans le carrosse. Elle descendit au bureau de Maître Gilbert et ouvrit le dossier de la parcelle sud. « Il y a un litige sur la servitude de passage, » dit-elle. Adrien, qui était présent, la regarda avec stupéfaction. « Il n'y a pas de litige. Il y en aura un. Je conteste le bornage. » Maître Gilbert fronça les sourcils. « Madame de Kervael,
Nous avons passé 5 semaines à établir ce bornage. Il n'y a aucune raison de... Il y a une raison, coupa Séraphine. Je conteste la position de la borne nord. Elle empiète sur mes terres de 3 mètres. Je demande une nouvelle expertise. Adrien la regardait. Lentement, un sourire commença à se former sur ses lèvres. Tu inventes un litige pour rester. J'invente un litige pour qu'on finisse les phrases. Toutes, sans bouclier. Aussi lentement qu'il le faudra. Maître Gilbert les regarda tour à tour, complètement perdu. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre, dit Séraphine. Vous avez juste besoin d'enregistrer ma contestation et de prolonger le dossier. Le carrosse partit vide. Les malles furent déchargés et remontés à l'aile nord. Et dans le terrain limitrophe, entre les tilleuls qui marquèrent la frontière invisible entre les 2 domaines, quelqu'un plaça un banc de pierre. Le banc était positionné exactement sur la frontière. Une moitié dans le domaine de Kervael, l'autre moitié dans celui de Montfaucon. Là où une personne s'asseyait, elle appartenait aux 2 terres en même temps. Les semaines qui suivirent ne ressemblèrent à aucune des précédentes. Séraphine et Adrien continuaient à travailler sur le dossier cadastral. Mais maintenant, les sessions dans la bibliothèque étaient ponctuées de silences différents. Des silences où ils se regardaient, sans chercher à dissimuler ce qu'ils voyaient. Des silences où la main d'Adrien se posait sur celle de Séraphine lorsqu'ils examinaient le même document. Ensuite, des silences où elle laissait sa tête reposer contre son épaule lorsque la fatigue devenait trop lourde. Ils marchaient ensemble sur le terrain limitrophe chaque après-midi. Ils s'asseyaient sur le banc de pierre et ils finissaient les phrases. Toutes les phrases qui avaient été coupées, tronquées, enfouies sous 5 ans de silence. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le banc et que la lumière d'octobre déclinait entre les tilleuls, Adrien dit « J'ai gardé ta note ?» Séraphine tourna la tête vers lui. « Quelle note ?»« Celle que tu as glissée sous ma porte il y a 5 ans. Je refuse d'être suffisante. »« Adieu, monsieur. Je l'ai gardée dans le tiroir de mon bureau. Je la lisais comme un texte chiffré dont je n'avais pas la clé. Et maintenant je comprends. Le mot suffisante était un écho. Tu me renvoyais ma propre phrase. Mais je ne savais pas que tu n'avais entendu que la moitié. » Séraphine posa sa tête contre son épaule. « Je vais t'écrire une nouvelle note. » Qu'est-ce qu'elle dira ? « Je refuse d'être suffisante. Je serai tout. » « Bonsoir, Adrien. » Adrien sourit. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Bonsoir, Séraphine. » 3 mois plus tard, le litige cadastral était toujours en cours. Séraphine avait trouvé de nouvelles raisons de contester le bornage. Adrien avait trouvé de nouvelles raisons de contre-contester. Maître Gilbert avait renoncé à comprendre et se contentait d'enregistrer les demandes d'expertise successives. Le banc de pierre sur le terrain limitrophe était devenu leur lieu. C'était là qu'ils se retrouvaient chaque soir, assis exactement sur la frontière, appartenant aux 2 domaines en même temps. Un soir de janvier, alors que la neige commençait à tomber entre les tilleuls, Adrien dit « Il va falloir clore ce dossier un jour. »« Pourquoi ?» demanda Séraphine. « Parce que Maître Gilbert commence à avoir des soupçons, qu'il soupçonne. Nous trouverons un autre litige. » Adrien rit. « Tu es prête à inventer des litiges cadastraux pour le reste de ta vie ? Si c'est ce qu'il faut pour finir toutes les phrases, oui. » Adrien la regarda. La neige tombait sur ses cheveux, sur ses épaules. Elle était belle de cette beauté qui ne cherche pas à plaire, mais qui existe simplement, souverainement. « Je t'aime, » dit-il. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots sans bouclier, sans ironie, sans rien pour les protéger. Juste 3 mots, nus et vrais. Séraphine sourit. « Je sais, je l'ai toujours su. Même quand je croyais avoir mal lu, je savais. Et toi ? Moi quoi ? Est-ce que tu m'aimes ?» Séraphine se leva du banc. Elle se tint debout exactement sur la frontière, une moitié d'elle dans un domaine, l'autre moitié dans l'autre. Elle tendit la main vers Adrien. « Viens, » dit-elle. Il se leva et prit sa main. Ils restèrent debout sur la frontière, sous la neige qui tombait, dans le silence qui disait ce que les mots ne pouvaient pas dire complètement. Puis Séraphine dit « Je t'aime. Et cette fois, je ne partirai pas. Même si tu trembles. Même si tu as peur. Même si la vérité n'est pas propre. Je reste. » Adrien l'attira contre lui. Elle posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent là, debout sur la ligne qui n'appartenait à personne et qui leur appartenait à tous les 2.
pendant que la neige continuait à tomber et que le monde autour d'eux devenait blanc et silencieux.